Ça me permet d'enchaîner avec nos parcours inspirants de ce soir. Et je propose qu'on commence avec toi, Grégoire. Et j'aimerais bien que tu nous parles d'Helios. Donc Helios qui est une banque engagée. Et j'aimerais bien savoir quel rôle jouent les banques dans la transition écologique et comment vous l'abordez chez Helios. Vaste sujet. Donc oui, Helios, c'est une écobanque. Alors c'est un peu obscur. J'imagine que vous n'êtes pas tous rompus à l'exercice de savoir ce que c'est que les banques et comment ça fonctionne. Mais concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est des comptes courants écologiques. Voilà. En gros, l'argent dans une banque, ça pollue. Comment alors c'est pas il y a pas de four à charbon dans les agences de la BNP, mais concrètement l'argent que les banques prêtent à des entreprises contribue à financer du fossile, des projets polluants, etc. Typiquement, par exemple, depuis les accords de Paris en 2015, je me trompe pas, les grandes banques françaises ont alloué 360 milliards d'euros de développement aux industries fossiles. Voilà. Donc parti de ce constat-là, on s'est rendu compte nous que il y avait un réel problème dans l'allocation qui est faite en fait de cet argent des comptes courants, de l'épargne des Français qui est à hauteur de 6 000 milliards dans le but de la transition. Et donc c'est de là qu'est né Helios, qui propose du coup des comptes courants dont pas un euro n'ira financer les énergies fossiles d'une part, mais par ailleurs on investit dans des projets d'infrastructures qui permettent de verdir l'économie ou en tout cas d'apporter un service public beaucoup plus vert. Finance par exemple la construction du métro de Marseille, une station d'épuration à Montpellier, des usines de traitement plastique, etc., etc. Voilà. Voilà ce qu'on fait. Et comment vous avez fait pour dans un secteur qui est un petit peu dominé par des grosses banques, comment vous avez fait avec Helios pour arriver sur ce marché-là et pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, avoir des clients, la recette du coup de faire de la finance. C'est très difficile en fait puisque c'est quand même un secteur qui est un peu grisonnant, un petit peu ancien et difficile à bouger. En fait, le premier travail qui avait été fait à l'époque, c'était surtout de travailler avec des ONG pour comprendre avec elles en fait comment ça fonctionne, quels sont les leviers qu'on peut utiliser et comment on peut structurer un produit, donc un produit financier. C'est assez abstrait, mais sur le plan technique, qui permettent en fait de flécher réellement les comptes courants. Ensuite, il a fallu trouver des partenaires pour pouvoir commencer à construire le produit. Et en fait, alors je ne suis pas le créateur d'Helios, moi je l'ai rejoint, je fais partie de la troisième catégorie que mentionnait Nicolas tout à l'heure, mais ça a été créé par du coup Maëva qui est la CEO d'Helios et qui en fait a entrepris tout simplement et s'est lancé dans le vide à ses 27 ans pendant le Covid. Voilà donc. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à changer de banque? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose de facile? Alors en fait le premier point c'est le fait que tout le monde soit au courant qu'une banque pollue, ça c'est pas encore acquis. Personne, enfin, le grand public est pas tout à fait convaincu du fait que les banques polluent. C'est quelque chose qui est quand même relativement abstrait et pour lequel il faut pas mal se renseigner. Donc, on a un premier travail nous de sensibilisation en fait sur tous ces enjeux-là. Et une fois qu'on a sensibilisé, on sent que les gens ont envie de s'impliquer et qu'ils comprennent que leur argent est effectivement à mettre au cœur de la transition. Donc nous, on a à peu près 20 000 clients maintenant et c'est des gens qui s'engagent, on en acquiert tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent le mouvement, donc oui, on sent que ça prend. Ok, merci. J'ai oublié de préciser, Valérie et Nicolas, si vous souhaitez intervenir pour venir apporter des éléments complémentaires, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Merci en tout cas, Grégoire, sur ces éléments sur Helios. Et maintenant, j'aimerais bien savoir, toi, Lola, alors t'as un parcours différent, ce que tu proposes, c'est complètement différent. Tu as créé l'association Slasher Cueilleur et j'aimerais bien que tu expliques qu'est-ce qui t'a amené à créer cette association, quelle en est la raison d'être et puis voilà, si tu peux aussi témoigner vis-à-vis de ton propre parcours, ce que tu fais aujourd'hui au travers de l'association et tes propres métiers finalement. Ok, c'est gentil. Déjà, moi je suis très contente de pouvoir parler d'agriculture ici et de pouvoir parler d'agriculture comme étant un métier de la transition. Je trouve que c'est hyper important. Quand j'ai rencontré les deux cofondateurs du projet Slasher Cueilleur, Julien et Nicolas, on était entourés de personnes
dans les fermes qui avaient toujours un rapport avec le tertiaire. Donc, c'est-à-dire que c'était des stagiaires qui venaient qu'organisaient leurs vacances et leurs week-ends pour venir aider à la ferme. C'était des personnes en reconversion agricole qui, en fait, venaient de métiers tertiaires aussi, donc des ingénieurs, des personnes dans la com. Donc, il y avait un lien très concret qu'on ressentait tout le temps à la ferme. Et il s'avère que Julien et moi, on était déjà pluriactifs, donc on était déjà slasher-cueilleurs tous les deux. Julien, il est cidriculteur et ça lui prenait 30% de son année. Et moi, je suis maraîchère à temps partiel. Et en fait, on s'est dit, il y a obligatoirement d'autres personnes. Il n'y a pas que nous qui faisons ça. Il y a obligatoirement d'autres personnes qui sont engagées dans l'agricole et qui gardent une sorte de stabilité financière ou en fait un rapport à la ville propre. En continuant à exercer un métier autre. Et donc, de fil en aiguille, on est parti à la rencontre de ces slasheurs-cueilleurs déjà en place, et on a réussi à réunir 40 portraits, et on a fait la part belle à ces portraits en faisant un site qui s'appelle donc slashercueilleur.fr, et donc on se retrouve avec des profils totalement variés. On a une éleveuse de poules qui nourrit ses poules le matin et rédige des articles web l'après-midi. On a un banquier maraîcher. On a un créciculteur qui qui donne des cours à la fac. Enfin, genre, en gros, pour chaque métier tertiaire existant, il y a possiblement un métier agricole qui peut s'adapter. Et donc, c'est juste qu'il faut le définir, mettre les contours, le créer. Et c'est juste que pour l'instant, en fait, dans la perception du monde agricole qu'on a à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est très engageant. C'est 70 heures semaine à minima. C'est un investissement à hauteur d'1 million pour avoir la ferme idéale. C'est trouver les collaborateurs et le meilleur collectif pour que ça se passe bien et que le projet perdure et s'arrête pas, vole pas en éclats au bout de 3 ans. Donc, c'est hyper stressant en soi. Et se dire qu'en fait, on peut avoir une soupape avec un métier tertiaire, qu'elle soit financière ou qu'elle soit en fait juste de pouvoir échanger. Enfin là, moi, par exemple, d'être avec vous, bah ça me fait sortir de la ferme et ça me fait plus voir les limaces et je suis super contente, quoi. Et donc c'est un peu ça. Et donc on a créé donc cette plateforme. On met en avant des conseils pour accompagner les personnes qui voudraient se lancer. On crée des rencontres en physique puisque le projet est très récent. Donc on a pour l'instant quelques rencontres à notre compteur, pour faire en sorte que les slasheurs-cueilleurs déjà en place rencontrent des personnes qui voudraient se lancer. Et puis, on crée aussi les conditions idéales. D'ailleurs, grâce à Job That Makes Sense, on crée les conditions idéales pour que des futurs projets de slasheurs-cueilleurs puissent voir le jour. Donc là, par exemple, on a été contacté par un paysan vigneron qui, pour des raisons climatiques, se retrouve à devoir se séparer d'1 hectare de vigne. Et qu'est-ce qu'il va y mettre? Il sait pas faire autre chose, et donc il avait besoin d'accompagnement pour pouvoir trouver une personne, un futur associé à temps partiel qui pourrait gérer un projet à ses côtés. Et donc on a aidé à co-rédiger cette offre d'association, de micro-association, mais qui est sur quelque chose à temps partiel et qui pourrait être adapté à son climat. Et donc on l'a aidé à rédiger une offre autour de la création d'une eau livrée à Bordeaux. Et donc on l'a publié sur Job That Makes Sense. On a eu une 15aine de personnes qui nous ont contactés. Et là maintenant, l'agriculteur est en lien avec 2 personnes qui réfléchissent à s'associer avec lui. Et ces personnes-là continuent à avoir leur boulot d'ingénieur en parallèle ils s'engagent à être agriculteurs. Et voilà. J'ai plein d'autres choses à dire, mais je m'arrête. Merci. Avant que on reviendra ensuite pour te reposer quelques questions, mais je propose en effet là qu'on puisse passer le micro à Bérengère pour que tu puisses nous expliquer aussi toi quel est ton engagement professionnel, donc qui se fait au niveau d'Énergie Partagée, qui est une association. Tu es coordinatrice réseau et vie associative, et donc vis-à-vis de ce poste que tu as, ça m'intéresserait de savoir quels sont les profils qui portent des projets à vos côtés et quels sont les enjeux que vous avez aussi au niveau d'Énergie Partagée. Donc voilà, une petite vision d'ensemble et puis vis-à-vis de ton poste aussi. Oui, vous m'entendez? Je vais juste, avant de parler des profils des gens qui s'engagent dans les énergies citoyennes, peut-être expliquer ce que c'est un projet d'énergie citoyenne, parce que c'est un peu nébuleux souvent. Donc c'est un projet de développement d'énergie renouvelable sur différents types de filières.
La différence, c'est que la gouvernance de ce projet, elle appartient aux acteurs locaux. Donc soit à des citoyens comme vous et moi, mais aussi à des collectivités. Et donc ce groupement citoyens plus collectivités, ils ont par exemple autour de plus de 40% de majorité au capital et ils ont des droits de veto dans ces projets-là. Donc on s'assure en fait de développer des projets d'énergie renouvelable qui vont être au bénéfice du territoire et qui vont répondre aux enjeux de développement d'énergie, et qui sont adaptés au dit territoire. Voilà, donc pour comprendre un peu mieux. Et du coup, comment ça fonctionne concrètement? C'est des associations de voisinage, des amis, des gens qui simplement ont envie de monter quelque chose dans leur village, dans leur ville. Et donc, ils créent des coopératives citoyennes. Et collectivement, ils mettent en place une gouvernance partagée et ils déploient des projets d'énergie renouvelable. Alors beaucoup des toitures solaires. Donc par exemple ici à Paris, le collectif il s'appelle Énercitif et ils ont développé à peu près 17 toitures et ils travaillent beaucoup en partenariat avec la ville de Paris. Voilà, là ils vont développer 15 nouvelles toitures, ils ont gagné un appel à projet. Mais on fait aussi d'autres choses. Il y a des gros projets d'éolien, par exemple, dont les retombées économiques locales, elles vont aux citoyens. Et nous, Énergie Partagée, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On est une association, un peu une tête de réseau, et on aide ces gens-là sur tous les plans, à la fois techniques, économiques, à savoir un peu mieux communiquer, à recruter des bénévoles, etc. Et donc on les accompagne sur tout ce projet-là. Et du coup, les types de bénévoles, j'en reviens à ta question, pardon, ils sont très très divers. Les premiers types de personnes qu'on attire beaucoup, c'est les férus de technique et les ingénieurs. Après, il y a aussi des gens qui ont une vision économique des projets et qui aiment bien les chiffres et qui ont envie de faire des business plans sur leur temps libre. Mais il y a aussi des communicants, des gens qui ont envie de s'éclater et de faire de la communication sur leur territoire et de créer, de monter des ciné-débats, de monter des conférences comme aujourd'hui, de faire des animations, des choses qui bougent. Il y a pas mal de gens qui sont pédagogues et qui ont envie d'animer des fresques, d'aller faire des interventions dans des écoles, de parler d'énergie, de parler de transition. À travers des projets d'énergie renouvelable, mais en fait, ils parlent de plein d'autres choses. Il y a des négociateurs, des bons négociateurs, des gens qui sont un peu forts en affaires publiques et qui vont aller convaincre la PME du coin que c'est génial, il faut pas qu'ils fassent une toiture avec un gros développeur, mais qu'il faut qu'ils fassent avec une coopérative locale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de profil? Enfin, très divers. Et du coup, vous avez compris que ça rejoint un petit peu ce que disaient Valérie et Nicolas sur, en fait, peu importe vos compétences, on a besoin de plein de gens dans la transition. Et surtout, je tiens à dire que c'est des coopératives qui ont des gouvernances partagées et on a beaucoup besoin de gens qui sont des facilitateurs, des animateurs qui vont avoir le petit truc en plus et qui vont faire que le collectif va bien s'entendre et va être capable sur le long terme de mener à bien des projets de long terme. Voilà. Ok, super vision. Et vous avez des enjeux aujourd'hui avec Énergie Partagée, de développement, je sais pas, des choses en particulier? Alors des enjeux, on en a plein, mais si je parle un petit peu là du bénévolat du coup et du sujet d'aujourd'hui, il y a 2 chercheurs qui ont fait une étude sur un peu les freins et les leviers et les moments de vie qui font que des gens deviennent bénévoles dans l'énergie citoyenne. Donc ils s'appellent Julien Robillard et Stéphane Labranche. J'ai sélectionné juste quelques petits enjeux, mais notre problématique, nous, c'est sur le recrutement de bénévoles. Souvent, quand on n'a pas des gens qui sont de bons communicants et de bons mobilisateurs déjà dans la coopérative, on a du mal à aller chercher des mobilisateurs et des communicants parce qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Et ça, c'est un peu notre rôle aussi en Énergie Partagée de mieux outiller les coopératives sur ça, sur le recrutement de bénévoles.
Et après, on a un second enjeu, c'est de aller chercher des gens qui veulent s'engager, mais juste de manière ponctuelle, et qui veulent pas, passer tout leur soir et tout leur week-end sur un projet. Et de comment on gère un petit peu, le bénévole qui veut juste aider quelques heures par mois. Voilà. Parce que en termes de nombre de bénévoles, on en avait un petit peu discuté, mais t'avais pas de chiffre précis, mais c'est assez énorme. Vous êtes, c'était quoi, plusieurs milliers de bénévoles, non, répartis partout en France, mais il y a à la fois énergie partagée, il y a les coopératives, ça fait un sacré paquet de monde, quoi. Oui, c'est un peu, ça vit beaucoup, ça grouille dans notre mouvement, mais pour vous donner peut-être un ordre d'idée, il y a aujourd'hui à peu près 70 salariés qui travaillent comme accompagnateurs régionaux ou des gens qui font le même métier que moi dans l'énergie partagée. Et après, j'estime à peu près, il y a à peu près 400 projets d'énergie citoyenne en France, dans différentes filières. Et je dirais qu'il y a autour de 1000 bénévoles, quoi. Voilà. Donc là, j'ai compté deux bénévoles et demi. Donc c'est vraiment la fourchette plutôt basse. En général, on est sur des gens qui sont entre 10 et 30 à développer un projet collectif, quoi. Okay. Et après, il y a 32 000 sociétaires, donc des gens qui mettent leur argent, qui prennent un peu d'argent de leur épargne et qui le mettent dans des coopératives locales pour voir aboutir un projet en face de chez eux. Okay. Et juste sur un autre enjeu, c'est aussi sur la diversification des profils. Donc je disais qu'on avait beaucoup d'ingénieurs. Il y a aussi beaucoup de retraités. Et en fait, il y a beaucoup de retraités qui ont des compétences qu'ils ont envie de continuer à mettre à profit. Et nous, notre enjeu, c'est de recruter des jeunes diplômés et des étudiants. Il y a beaucoup de concurrence dans le monde des associations. Il y a tellement d'engagements sympas. Et voilà, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à mieux recruter des jeunes diplômés. Ok, ça me permet de réenchaîner sur ça, parce que justement j'avais d'autres questions à vous poser à tous les trois, plus justement pour outiller les personnes à trouver du sens dans leur métier et puis s'engager dans la transition écologique. Donc tu étais en train de mentionner le fait que vous aviez besoin aussi de bénévoles plus jeunes. Est-ce que tu pourrais nous dire comment justement on pourrait une personne justement pour l'inciter à vous rejoindre en tant que bénévole, comment ça pourrait être un levier pour elle, pour la suite? Enfin, c'est quoi le cheminement en général de vos bénévoles? Est-ce que ça peut permettre de monter en compétences ou autre? Enfin, est-ce que tu as quelques exemples de ce que ça peut permettre? On s'est posé la même question il y a 2 ans, et du coup, on a fait une étude pour avoir plus de réponses. Et donc, on a fait une étude sur l'impact social en fait de ces projets d'énergie citoyenne. En gros, qu'est-ce que ça apporte sur le territoire au-delà des retombées économiques locales et du fait que oui, on parle plus d'énergie et de réappropriation de la transition et de la thématique énergie, plus de réappropriation citoyenne. On s'est demandé qu'est-ce que ça amène d'autre comme co-bénéfice. Donc, ce qui est beaucoup ressorti de l'étude, c'est que l'énergie citoyenne, ça marche un petit peu comme un centre de formation et de reconversion vers les métiers de la transition énergétique. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a, dans l'étude, un petit chiffre, mais il y a 66% des gens qui déclarent, des bénévoles qui déclarent que leur engagement leur a donné envie de changer de métier, de s'engager dans la transition. Alors, on se dit qu'il y en a déjà qui travaillent dans la transition énergétique et que c'est pour ça que le chiffre est moins haut. Ouais. Ok, merci pour toi, pour ces éléments. Mais en effet, je me permets de rajouter des éléments sur la partie bénévole parce que nous-mêmes, on est dans une association avec Nicolas, Ambition Transition, et moi-même, j'ai fait aussi ma reconversion au travers de l'engagement associatif. Donc, c'est un super levier en fait pour pivoter quand on se pose des questions. Moi, à l'époque, j'étais en Espagne et j'ai commencé à faire ma reconversion en rejoignant. Au début, c'était pas du tout planifié de me dire je vais faire une reconversion, mais j'ai rejoint la Fresque du Climat. Je suis devenue coordinatrice de la Fresque en Espagne, puis je rejoins Team Force the Planet, puis etc. J'en ai fini par co-fonder l'association Ambition Transition, et tout ça a fait que j'ai trouvé du sens et que j'ai créé aussi mon propre emploi. Donc je suis freelance à côté de ça. Et puis au sein d'Ambition Transition, il y a des personnes qui nous rejoignent aussi parce qu'elles se posent des questions à un moment. Et en fait, il y a aussi ce besoin de se relier. Je sais pas si vous l'avez aussi à Énergie Partagée, des gens qui se mettent en bénévolat
bénévolat comme ça, c'est aussi un besoin de se dire mince, je suis complètement paumée dans ce que je fais aujourd'hui, je suis pas entourée de personnes qui me permettent de réfléchir et puis sur mes compétences, sur la vie que j'ai envie d'avoir, et rejoindre une association avec des personnes qui sont dans cette même dynamique à des étapes différentes, bah ça peut permettre de continuer de cheminer sur tout ça et finalement de trouver son emploi qui va nous permettre d'être rémunéré, mais dans la transition écologique. Ouais, alors là j'ai parlé des bénévoles, mais si je peux donner des petits exemples de salariés qui travaillent dans l'énergie citoyenne, c'est vrai qu'on a de nombreux exemples de reconversion professionnelle. Donc moi, parmi mes collègues proches, il y a des gens qui travaillaient, pas mal de gens qui viennent du monde du marketing et qui travaillent dans le secteur pharmaceutique, le secteur automobile, secteur aéronautique. Voilà, on a beaucoup de repentis parmi nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas vraiment changé de métier, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas. Un collègue qui était développeur web dans l'aéronautique, il est développeur web chez Énergie Partagée, et en fait, il travaille à tout notre outillage numérique. Donc c'est intéressant, en fait. Il a juste, il a ajouté une brique de compétences, mais en réalité, il fait un peu le même métier. Voilà. Et après, parmi les bénévoles, il y a quelques cas, effectivement. Il y a quelqu'un qui était, qui faisait du directeur commercial dans le monde des spiritueux, et qui, après quelques années d'engagement dans un projet d'énergie, a sauté le pas et maintenant travaille chez un développeur d'énergie renouvelable. Voilà. Okay. Bon, j'en ai plein des exemples comme ça. Super histoire. Et justement sur là c'est la partie bénévolat, on peut faire du bénévolat pour trouver du sens et puis en savoir un petit peu plus sur son orientation professionnelle qu'on va prendre. Je te propose maintenant Grégoire, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être vis-à-vis de ton propre cheminement personnel à toi, ou sinon donner des conseils aux personnes qui sont là quand on a envie de travailler notamment dans le secteur de la finance mais pour la transition écologique. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Quel a été ton propre cheminement de dire un moment j'ai envie de mettre mes compétences au service d'Hélios, etc. Enfin voilà, de témoigner un petit peu vis-à-vis de ton propre parcours aussi. Ok. Moi je viens pas de la finance réellement, je viens du conseil en stratégie, donc pas exactement le même milieu. Concrètement, je travaillais pour des institutions financières quand je faisais du conseil en stratégie, mais je travaillais pas directement pour des banques. Donc en fait, j'ai appris beaucoup de choses moi en faisant du conseil en stratégie, et l'objectif pour moi c'était plutôt de mettre à contribution ce que j'ai appris, des méthodes de travail, une manière de résoudre des problèmes, une manière de coordonner des équipes, de travailler avec des gens pour un projet qui œuvre pour la transition. Donc je rejoins plutôt la team de ton développeur, de ton designer. Voilà. OK. Et est-ce que tu aurais, s'il y a des personnes là qui ont envie de rejoindre le monde de la finance, enfin, ça serait quoi, de rejoindre Hélios ou d'autres structures comme ça qui travaillent dans ce secteur-là, dans le but de le transformer, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de boulot. Quel conseil tu pourrais donner Il y a plusieurs niveaux pour travailler dans la finance, en tout cas pour œuvrer à transformer le système financier. Il y a travailler directement dans les banques en essayant d'avoir un maximum d'impact auprès des décideurs. Donc de pousser en interne des sujets, de pousser en interne des manières de travailler, de fonctionner, de faire bouger les lignes pour aider les acteurs à transitionner. C'est compliqué, c'est difficile, parce que la gouvernance en général, notamment si on parle de jeunes diplômés, on n'a pas toujours accès aux hautes sphères de la banque, donc forcément c'est compliqué. Maintenant, il y a de plus en plus de diplômés qui s'orientent aussi, enfin de jeunes ou de professionnels qui s'orientent aussi vers des métiers du conseil typiquement, puisque c'est la manière qu'on peut avoir directement de discuter en fait avec ces décideurs et de les aider à faire bouger, de comprendre les enjeux et de les aider à franchir le pas. Et puis le dernier point, c'est de travailler pour des plus petits acteurs. Là, l'impact est direct, puisqu'en fait, vous êtes directement dans l'air de la guerre d'une structure qui est en train d'œuvrer pour la transition. Et là, les métiers sont ceux de la banque traditionnelle. Nous, on recrute chez Hélios des profils de personnes qui travaillent dans les banques, des chargés de conformité, des chargés de relations clients, des développeurs, des financeurs, etc., etc. Donc il y a plein de moyens en fait d'œuvrer pour la transition, en tout cas en travaillant dans la banque, à des échelles différentes évidemment. Ok, super intéressant. Et est-ce que vis-à-vis je pense au secteur de la formation et notamment de l'enseignement supérieur aujourd'hui qui forme aussi à ces nouvelles compétences et puis à ces nouveaux secteurs. Est-ce que vous, avec Hélios, vous êtes en lien avec
des structures de l'enseignement supérieur justement pour accompagner à mieux former les étudiants, ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y aurait des leviers d'action autour de ça? Il y en a certainement, puisqu'il y a notamment beaucoup de cours de finance, d'économie même, au sein des écoles. Nous, on intervient alors de manière assez tactique, finalement, en prenant les écoles dont sont issus la plupart de nos collaborateurs. On fait des actions sur les campus, on fait des actions d'intervention dans ces campus et auprès des différents cours. Mais oui, il y a certainement des choses à faire autour de la formation, notamment quand on prépare les métiers de ces banques-là. Ok. Merci à toi. Et Lola, maintenant, alors on repasse sur un autre sujet, un autre secteur. S'il y a des personnes qui souhaitent se lancer dans un format hybride, comme tu peux le faire, qu'est-ce qu'elles doivent avoir en tête? Enfin, quels conseils tu pourrais donner? Parce que je pense que ça peut aussi impressionner un petit peu de se dire, bah mince, j'ai envie je suis attirée par ce monde du retour à la terre, mais par quelle étape je dois passer? Je me sens peut-être un peu isolée, peut-être que vous accompagnez au sein de Slasheurs-Cueilleurs ces démarches. Enfin voilà, quels conseils tu pourrais donner? Mon premier conseil, ça serait, je pense, de s'essayer. Aller dans les fermes, rencontrer des AMAP et aller faire des chantiers participatifs. Nous, très régulièrement sur nos réseaux, on communique sur justement les chantiers qui existent dans la région. Il y a des fermes accessibles et il y a même des fermes en agriculture urbaine qui sont dans vos quartiers. Enfin, allez voir, allez tester les ateliers différents, que ce soit élevage, plantes aromatiques, maraîchage. Et ensuite, une fois que vous avez découvert ce qui pourrait peut-être vous intéresser, formez-vous. Essayez de faire mûrir votre projet. Il y a des tas d'accompagnements qui existent. Je pense à Biosol qui crée des formations qui s'appellent Paysans Demain. Il y a le Champ des Possibles qui peuvent vous accompagner. Tout ça, c'est en Île-de-France. Et c'est vraiment des structures accompagnantes qui sont incroyables et qui sont présentes pour les personnes qui sont non issues du milieu agricole. Et puis après, nous, on a également cette formation pour l'hybridation. Il y aura une première promo en automne prochain. L'idée, en fait, c'est vraiment de se dire qu'on peut définir ensemble les contours de cette hybridation et de ce qui pourrait être notre pluriactivité à soi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, avant qu'on passe à l'étape suivante de ce temps d'échange, parce que ce n'est pas qu'une table ronde, c'est un temps d'échange, est-ce que peut-être vous avez envie de rajouter ou de rebondir sur certains éléments ou je vous présente la suite du temps. Nicolas, je te vois. Un, deux à deux. Oui, moi, je voulais dire un mot. En fait, c'est ce qui me frappe, c'est dans le monde des entreprises, souvent les enjeux de transition, c'est pris essentiellement à l'angle de décarboner, en fait. Hein. Le cadre réglementaire est dans ce sens-là. On voit qu'il y a des montées en compétences. Le fait que ça rentre, par exemple, dans tout le travail sur les achats, le fait que ça rentre dans le travail sur les bilans comptables, par exemple. Hein. Voilà, ça c'est vraiment intéressant parce que ça rentre dans plein de métiers différents. Et là où il y a un décalage, et il y a vraiment un travail à faire, c'est tout ce qui porte, à mon avis, sur les risques physiques, c'est-à-dire le fait que dans un climat qui se réchauffe, voilà, il faut que les choses soient viables sur les sites d'implantation, sur les chaînes de valeur, anticiper en fait, hein, et faire en sorte de renforcer la résilience partout. C'est pas encore pris à hauteur des enjeux. Le fait qu'on ait probablement, j'espère, dans les mois à venir, une trajectoire de référence pour l'adaptation, par exemple en France, qui dit voilà, sur les prochaines décennies, à quoi on se prépare. Le fait de se dire quelles sont par exemple les éventualités à très haut risque et faire en sorte que ça rentre en fait, y compris dans les modèles financiers pour la résilience, c'est des choses importantes et pour lesquelles c'est pas encore rentré complètement dans les modèles, les fonctionnements des entreprises. Et là, il y a des choses à réfléchir sur les nouveaux métiers et les compétences qui vont être nécessaires pour pouvoir l'intégrer. Et je pense notamment à l'aspect chaîne de valeur, hein, sur tous les réseaux d'approvisionnement qui existent et comment arriver à faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible, que ce soit le plus résilient. On peut aussi se donner quelques exemples. Je pense notamment à la situation du Pas-de-Calais qui a fait face à des inondations répétées. Il y a énormément d'activités professionnelles qui ont été touchées. Donc des gens, en fait, dont l'emploi est perturbé. Donc comment on repart ? Et les gens, en fait, qui veulent rester dans la région, mais justement vont chercher de nouveaux emplois. Ça peut être aussi un espace de réflexion sur comment on renforce finalement
la résilience des entreprises, les toutes petites en particulier, le travail des artisans. Comment on fait en sorte d'intégrer dans le fonctionnement qu'on a l'adaptation, la résilience sur des études de cas, par exemple, sur des métiers similaires mais dans d'autres territoires, pour mieux réfléchir, être mieux préparé. Et je pense que là, il y a des choses à faire qui sont pas forcément à l'échelle d'un emploi dans une entreprise ou d'un contexte donné, mais par exemple sur les chambres des métiers, ou bien sur les branches d'activité d'un secteur à l'autre. Quel est le retour d'expérience? Comment on peut faire mieux? Comment être mieux préparé? Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas complètement explorées, mais qui sont importantes à faire et à rentrer en compétence dans le cadre professionnel aussi. Merci. Est-ce que Nicolas, tu voulais aussi rebondir sur des choses qui ont été dites? T'es pas obligé, hein. Toujours du mal à essayer d'être brillant après Valérie. Ouais, moi je vous dirais que en fait ça peut être dur de, parce qu'en fait je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un métier donné que vous aimez mais que vous voulez entre guillemets juste changer de secteur, ou parfois vous voulez changer de métier, mais c'est souvent dur de se dire ok bah peut-être que je me retrouve plus dans ce que je fais actuellement, que ce soit en termes de secteur et de métier, et donc quoi faire. Et donc du coup oui bah vous pouvez aller sur That Makes Sense, les pépites vertes, Ways to Shift. Il y a plein de sites qui référencent pas mal de témoignages ou de métiers, de nouveaux métiers ou pas. Moi, je vous conseillerais de créer votre chance en vous connectant avec un maximum de gens, en échangeant avec un maximum de gens sur LinkedIn, ici, hors des conférences. Et c'est vraiment, ce monde est assez bienveillant. Et donc, du moins, je veux le croire. Et du moins, du coup, je vois sur LinkedIn de dire, c'est trop chouette que vous faites chez telle structure ou ou tel métier, où je vois que tu as fait une reconversion, que tu faisais exactement pareil que moi, tu étais dans l'industrie pharmaceutique, et tu as été, maintenant tu vois que tu es cueilleur, c'est incroyable, je suis exactement à ce moment de réflexion, et les gens, ils aiment beaucoup parler d'eux déjà, et aider, et en vrai, au pire, vous prenez une non-réponse, et au mieux, c'est quelqu'un qui vous explique un peu mieux. Alors, n'importe, écologue, ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai qu'écologue, c'est un peu compliqué, ça veut dire ça, ça et ça, et pour faire ça, j'ai passé par telle et telle formation, et je te conseille de parler avec un tel. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour affiner votre connaissance des métiers et votre appétence pour aller vers tel secteur ou tel métier que de parler avec des gens, de vous connecter, et voilà. Merci Nicolas de faire la transition pour le temps suivant avec avec cette proposition d'échange. En effet, on va faire un petit temps d'échange maintenant par rapport à tout ce qui a déjà été partagé par les différents intervenants. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de prendre à peu près 10 minutes où vous allez être en sous-groupe, donc les personnes autour de vous, des petits groupes de 4-5, et de partager. Alors on a mis un petit guide pour ça, pour que vous ayez quelques éléments d'inspiration, mais le but c'est déjà de commencer à échanger, et puis en sachant que en faisant la petite mise en action au début de ce temps d'échange, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils étaient déjà engagés, donc peut-être qu'il y a déjà des liens qui vont se créer et puis envie d'aller vers encore plus d'engagement, ou de co-construire des choses. Donc voilà, là c'est une invitation pendant 10 petites minutes à discuter, vous mettre en petits groupes, et à la suite de ça, on se remettra comme on est là maintenant, et vous pourrez aussi poser des questions, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, et on aura un petit temps d'échange avec les intervenants avant de conclure la séance. Voilà. Du coup, je vous laisse, et puis nous on va circuler parmi vous, comme ça on pourra aussi vous relancer dans vos discussions. Mais voilà, former des petits groupes, discuter entre vous et rester avec nous surtout. On va profiter des dernières minutes pour poser des questions aux intervenants, si vous en avez. Est-ce que vous avez, et puis ils sont nombreux, donc ils pourront répondre sûrement à toutes vos interrogations. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions à poser? Et auquel cas, je passe le micro. Ouais. Je passe ensuite. Tout d'abord, merci pour l'intervention. Je voulais savoir, alors je sais pas trop à qui orienter ma question, parce que je pense que vous allez peut-être être plusieurs à pouvoir mettre un mot dessus. Je voulais savoir comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur dans ces nouveaux métiers où on n'a pas forcément de référentiel. Voilà, c'est ma question. Eh bien, sache que je pense que
c'est le frein numéro 1 à 90% des personnes qui sont en réflexion, en transition pro, de se dire oui, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas plus compétent, est-ce que, etc. Je pense que la bonne question, parce qu'en fait, je pense que il y a plein de freins à la transition pro. Il y a est-ce qu'il y a assez d'opportunités pour moi, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je peux bien gagner ma vie, et est-ce que je suis légitime pour, parce qu'on pense toujours à tous ces gens qui devraient être plus légitimes, ou à l'idée qu'on se fait des gens qui devraient pour. Bah, ma réponse c'est non, déjà chacun a sa place, à ses propres compétences, à ses propres appétences pour mettre sa petite pierre, faire sa juste part pour agir pour la transition écologique et sociale. Et la question, c'est pas est-ce qu'il y a meilleur, c'est qu'est-ce que je peux faire pour. Et ce serait trop bête de se priver d'un job ou dans lequel tu peux être hyper aligné et qui te donne en échange une énergie de dingue à apporter pour ce en quoi tu crois. Oui, bien sûr. Moi, je connais bien le syndrome de l'imposteur, en fait. Et je pense que le défi, c'est plutôt comment on fait avec et comment on en fait une force. Par exemple, le fait de se poser la question, est-ce que je suis vraiment compétent sur un sujet, ça amène à se former davantage, à élargir la base sur laquelle on s'appuie, et à la fin, à être particulièrement solide sur un sujet. Oui, c'est suite à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte depuis 2015. Je m'étais rendu compte que les ministères, que ce soit de l'éducation nationale, du travail, aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche, tous prônaient vis-à-vis des régions de France de s'orienter vers de nouvelles filières. Et je n'ai pas de retour. Bon, j'aurais bien aimé savoir la question, enfin précise. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que vous avez été contacté puisque vous êtes dans le milieu? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, parce que je suis ancien professeur d'électrotechnique. Des fois, j'ai des retours, je me dis, tiens, mais quelles sont les nouvelles filières? Bon, sur des documents sur Internet, on voit peut-être 50 nouveaux métiers, etc. Mais des fois, ce n'est pas précis et clair. Oui, alors en fait, donc il y a un rôle très important des régions sur la transition écologique dans l'organisation française, donc les compétences propres des régions. Et là où c'est intéressant à regarder, c'est dans les documents des régions elles-mêmes. S'il y a un effort qui est fait pour aligner la partie, on va dire, enjeux industriels et transition écologique. Donc un exemple que j'ai en tête, c'est la région Grand Est, qui a commencé à porter cette réflexion. Donc c'est une région qui a été désindustrialisée, qui du coup a eu un problème important de chômage et qui a reconstruit des filières et qui aujourd'hui essaie vraiment de l'intégrer avec l'ensemble des enjeux en fait environnementaux. Donc toutes les régions ne l'ont pas fait, ça peut faire partie des points qui ont été discutés dans les contrats de plan État-région parce que c'était notamment cette idée que l'État apporte des ressources notamment supplémentaires sur le développement de certaines filières propres à chaque région. Donc c'est les documents les plus récents à regarder, notamment les contrats de plan État-région et le résultat des COP régionales qui se déclinent région après région. Merci beaucoup. Alors moi, du coup, j'avais une question. C'était un petit peu pour savoir comment faire le tri entre les entreprises ou les structures, disons, qui se prétendent vertueuses et les autres qui le sont réellement. Parce que des fois, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses. Est-ce que vous avez des astuces, des conseils pour faire ça? Est-ce que c'est même possible? Voilà. Quelqu'un va... Vous voulez répondre? Bon, vas-y. Alors, en fait, ça dépend de la taille des entreprises. Sur le reporting, en fait, c'est très hétérogène. Moi, j'aime bien en fait la démarche qui a été suivie jusqu'à présent par le reporting qui s'appelle Science Based Target Initiative. Donc, c'est une manière en fait d'évaluer si les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise et sa stratégie de réduction sont considérées comme crédibles. En tout cas, et je crois que c'est une des démarches qui est la plus aboutie par rapport à d'autres manières d'évaluer la cohérence entre ce qui est affiché et le travail de fond.
Et donc moi, ce que je conseille, c'est aller regarder la démarche RSE de l'entreprise. Regardez par exemple s'il y a un rapportage des gaz à effet de serre qui a l'air crédible, gaz par gaz, plutôt qu'une espèce de vrac. Grosse méfiance sur tout ce qui est recours à des crédits carbone pour de l'affichage. C'est souvent au détriment du travail de fond. Voilà, ça fait partie des choses importantes à regarder. Et puis après, les investissements, c'est-à-dire la trajectoire qui semble induite par les priorités en matière d'investissement. Et peut-être l'approche moins scientifique serait de se dire ok, en fait déjà il y a des structures qui sont engagées, je dirais statutairement. Enfin, quand on est une asso, coopérative, mutuelle, fondation, a priori on est engagé. Et après moi je vous inciterai à aller chercher quel est le cœur de métier de la structure, c'est quoi sa mission. Et en fait une structure qui se dit engagée parce que elle remet en question le comment elle fait plutôt que ce qu'elle fait. Déjà, c'est un indicateur de, ok, on met pas en question qu'on fait des shampoings dans des bouteilles en plastique, mais juste, on va essayer de réduire un peu le grammage. Ou est-ce qu'on se dit, ok, est-ce que ce shampoing en plastique, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça apporte une indication sur vraiment le cœur de métier. J'avais un autre point que j'ai oublié. Valérie dit la sobriété commence à rentrer dans la démarche et je suis d'accord. Et dernier point aussi, en fait, si on rentre dans le détail et qu'on se dit ok, on veut rejoindre un département RSE engagé d'une structure, après je trouve que ce qui amène pas mal, c'est la direction. Déjà, combien ce département, c'est quoi sa taille par rapport à la taille de la structure globale? Est-ce qu'ils sont 1 pour 1 million ou est-ce qu'ils sont c'est quoi le ratio de ce département? Et aussi, est-ce que la directrice ou le directeur, est-ce qu'il est au COMEX ou est-ce que dans l'organigramme, est-ce que ça rapporte à la com ou est-ce que ça rapporte au COMEX? Et déjà là, on voit un peu l'ambition de la chose. Et aussi le comité de direction. En gros, est-ce que c'est au niveau de la direction ou est-ce que c'est juste au niveau de la communication? Auquel cas là, ça peut être un petit point d'alerte. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Ouais. Je sais que ça ne concerne pas que l'écologie, mais est-ce qu'on peut se fier au label B Corp dans notre recherche d'emploi et donc d'entreprise vertueuse? Difficile à dire. Nous, on vient de l'obtenir et en fait, il est principalement déclaratif. Donc, vous déclarez, pour vous donner la transparence de comment ça se passe d'avoir le label B Corp, parce qu'on vient de faire le parcours. En gros, on a un ensemble de questions, il y en a beaucoup. C'est un questionnaire assez long. Il y a un petit audit qui est fait en réalité ensuite, donc notamment avec des échanges avec des analystes B Corp et qui se prononcent ou pas. L'étude est quand même réalisée. Il y a quand même pas mal d'échanges avec les analystes B Corp. Maintenant, si vous êtes une entreprise et que vous avez envie de cacher des informations, c'est tout à fait possible, malheureusement. Pourquoi vous l'avez fait? Nous, pourquoi on l'a fait? Parce que c'était une reconnaissance, c'est quand même un label qui est reconnu. C'est quand même un gage en tout cas sur le secteur de sérieux, même si je peux remettre un petit peu en question le label. En tout cas, la plupart des entreprises qui sont sérieuses sur les sujets ont eu ce label. Dans l'autre sens, c'est pas forcément. Du coup, moi je veux juste ajouter un petit mot, mais il n'y a pas donc le label B Corp, c'est un peu le label à la mode en ce moment et qui du coup est plus connu parmi les jeunes. Il y a aussi le label ESUS, il y a aussi d'autres labels qui sont intéressants et qui sont moins basés sur du déclaratif. Lola me parlait peut-être des entreprises à mission. En fait, les labels qui sont uniquement organisés par une certaine branche d'activité sur du déclaratif, c'est souvent moins crédible que ce qui passe par quelque chose d'extérieur et qui approfondit finalement les différents aspects. Et pour rentrer dans ce que vous décriviez tout à l'heure, on peut très bien avoir une entreprise en interne qui est hyper performante, qui évolue sur ses pratiques, etc., mais qui est dans une chaîne de valeur qui contribue par exemple, je sais pas, à aller mieux forer pour aller exploiter davantage d'énergie fossile. C'est pas génial en fait. Et donc c'est toute la question du scope 3 en réalité qui est posée. Et les entreprises les plus crédibles, c'est pas forcément celles qui affichent une performance à court terme immédiate positive. C'est par exemple celles qui vont engager un travail de fond sur leurs fournisseurs, sur leur chaîne de valeur dans le long terme. Parce que c'est ça en fait qui sera structurant aussi dans la durée.
Voilà. Et donc il y a aussi comment on arrive à identifier et à reconnaître un travail qui est parfois un peu invisible, mais qui est sur l'ensemble d'une chaîne de valeur. Il va falloir qu'on clôture. Merci pour toutes ces super questions. Et pour clôturer, on aime bien finir avec une petite mise en action. Et s'il y a des choses qui vous ont intéressé vis-à-vis des différents témoignages qu'il y a eu, ou si vous avez envie d'approfondir, voilà, eh bien, vous avez ici nos actualités et comment retrouver les diverses associations. Valérie qui vient d'écrire un livre qui est pas sur ce sujet-là, mais qui permet d'approfondir. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué, on a mis des post-it sur les chaises. Et ces petits post-it, c'est pour que vous repartiez avec votre prochain petit pas. Le prochain petit pas, c'est la prochaine action que vous allez enclencher, soit pour approfondir votre démarche, soit parce que vous dites, là j'ai un déclic, j'ai envie d'aller me faire une formation en maraîchage, soit parce que justement vis-à-vis du syndrome de l'imposteur, on s'est dit que peut-être faire un petit peu de bénévolat, ça m'aiderait à peut-être à conforter mon expérience sur mon CV, etc., etc. Notez-vous cette prochaine petite action. Normalement, on vous a distribué des crayons de papier. D'ailleurs, on veut bien que vous reposiez les crayons de papier. C'est pas nécessaire. C'est un super souvenir. Vous pouvez garder les crayons de papier, mais repartez avec ce petit post-it. On m'a fait signe dans le fond. Repartez avec ce petit post-it et puis comme ça, vous le mettez sur votre frigo et vous oubliez pas qu'il va falloir vous mettre en action derrière ça et ça peut être un tout petit pas ou un grand pas, comme vous voulez. Donc voilà, je propose que on clôture de cette manière-là. Et puis, si vous avez envie de poursuivre les échanges, on peut se retrouver tous à la buvette de l'Académie du Climat, qui se trouve au rez-de-chaussée. Ça peut être un super moyen de continuer à poursuivre les petites discussions que vous avez en petits groupes. Et avant, je voudrais juste m'assurer, est-ce que l'un d'entre vous avait envie de passer une dernière information, un truc que vous n'avez pas dit, ou un conseil à donner avant de... Non ? Moi, je veux que vous reteniez que votre job, c'est votre super pouvoir. C'est vraiment le levier individuel le plus puissant que vous ayez pour faire changer les choses. Et en fait, je dis pas que c'est bien par exemple, Hello, elle est engagée dans une asso, de passer quelques heures en asso, c'est bien, mais vous avez dans votre semaine 30, 40, parfois beaucoup plus d'heures dans lesquelles vous mettez votre énergie, votre matière grise dans un travail, et c'est trop dommage de pas vous en servir pour contribuer à ce en quoi vous croyez, et en échange d'avoir un taf qui finalement est pile poil aligné en vos valeurs. Ça vous apporte une énergie de dingue. Donc voilà, prenez conscience du pouvoir que vous avez à travers votre job. Excellent. Du coup, merci à tous d'être venus et on aimerait bien faire une petite photo souvenir avec vous tous dans le fond. Est-ce que ceux qui sont OK, vous restez, vous levez et vous êtes hyper joyeux, et nous on va se faire un petit selfie devant, et puis derrière vous êtes en mode conquérant du job engagé.